Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair, Philippe David. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Philippe. Bonsoir Judith. Et puis bonsoir à nos vraies voix aussi, bienvenue. Bonsoir. Alors, chers amis, au sommaire de cette émission, notre grand débat du jour à 17h30, Jordan Bardella, président du RN, s'est rendu en Israël pour visiter les sites des attaques du 7 octobre dans le festival Nova et plusieurs kibboutz. Il a qualifié cette invitation d'événement historique et a affirmé que le RN est un bouclier pour les Français juifs face à la menace islamiste. Cette visite s'inscrit dans une stratégie qui vise à renforcer les liens du parti avec la communauté juive, à améliorer aussi son image internationale. Toutefois, évidemment, des organisations comme l'Union des étudiants juifs de France expriment des doutes sur la sincérité de ce positionnement. Alors parlons vrai, est-ce que ce voyage est l'aboutissement de la dédiabolisation lancée par Marine Le Pen? Et à cette question, Bardella en Israël, le RN a-t-il tourné la page du FN? Vous dites oui à 80%, vous voulez réagir. Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, on sera avec Luc Rouban, qui est politologue, directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, auteur du livre Les ressorts cachés du vote RN aux presses de Sciences Po. Et puis notre coup de projecteur à 18h40, face à la menace d'augmentation des droits de douane annoncée par Donald Trump, une étude Ipsos pour le comparateur de prix Le Dénicheur montre qu'une majorité de Français envisage de riposter. 55% des personnes interrogées se disent prêtes à boycotter les marques de produits technologiques américaines et 52% des plateformes d'e-commerce américaines. Cette réaction traduit un rejet des mesures protectionnistes et une volonté de défendre les intérêts économiques des Français. Alors parlons vrai, est-ce que Donald Trump peut être sensible à un boycott des produits made in USA? Et à cette question, comme plus de la moitié des Français, allez-vous boycotter les produits américains? Eh bien vous dites non à 95%, vous voulez réagir? Aude prendra 100% de vos appels au 0826 300 300. Et puis pour parler de ça, on sera avec Romain Gavache, qui est directeur France chez Dénicheur et commanditaire de cette étude Ipsos sur le boycott des produits US. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous voulez participer, passer un coup de gueule, passer un coup de cœur. Et puis évidemment, n'hésitez pas à répondre à notre question sur le compte X de Sud Radio. Nos éditeurs, la liste du jour, Philippe. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, bonsoir. Bonsoir. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, Chers amis, bonsoir. bonsoir. Et Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et patron de Presse Libre, bonsoir. Bonsoir à vous les amis. Un trio, on va dire, conventionnel. Disons que je suis obligé de venir le plus possible quand Françoise est là pour tenter de rétablir un peu d'ordre intellectuel et moral. Oui, bien sûr, ça va faire réagir dans la presse People. Ça s'appelle voilà, le maconisme qui pense. Le maconisme, j'ai bien dit, excusez-moi, j'ai oublié le R. Le maconisme. Je pourrais parler de Macon dans... Elle commence, vous avez vu le truc qui rétablit la justice, genre la droite est tous des cons, la gauche est tous des débiles, et nous, les macronistes, on est super intelligents. En fait, c'est ça. On est obligé. Bon, mais on va continuer ce débat dans un instant. Alors 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez nous appeler. On file au standard. Aude, on est avec Olivier qui nous appelle de Beaucaire. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Judith, bonjour. Alors Olivier, on vous écoute. Votre coup de gueule, c'est sur les délais de paiement pour les entreprises. Exactement, je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. J'avais une entreprise avec 10 salariés, je travaillais pour l'État, essentiellement des conseils généraux, des collectivités locales, des agglomérations, des communautés de communes. Et je vous prends le dernier exemple avant de m'arrêter, c'était en janvier, j'ai eu des factures. Et en mois d'octobre, j'ai décidé d'arrêter. Donc, je suis passé devant le juge et il m'a dit pourquoi vous arrêtez? Vous ne pouvez pas arrêter, vous avez 10 ouvriers. Ben, je lui ai donné quel jour, monsieur le juge? Il m'a dit le 3 octobre. Je lui ai dit voilà, ça c'est les factures de janvier, elles ne sont pas payées, celles de février non plus, celles de mars non plus. Il y en a pour 107 000 euros. Je ne suis pas banquier, je suis ferrailleur en béton armé. Je fais comment? Parce que eux, l'URSSAF, ils s'empichent au mois de mars. Je n'ai pas payé, c'est 10%, majoration, pénalité de retard. Au mois de juillet, c'était pareil. Donc, je peux pas assumer. On fait quoi? Il m'a dit, mais la loi, c'est 30 jours. J'ai dit, oui, mais voilà, 30 jours, on est à 107 jours, je crois, ou je sais plus combien, de janvier à octobre. Je suis pas payé. Olivier, je me permets de vous poser une question. Est-ce que vous savez qu'il y a un système d'affacturage avec certaines banques? Je m'en servais. Et ça marche pas, ça? Mais si, ça marche. Le problème, ils vous prennent de l'argent qu'on ne devrait pas prendre. 3%, c'est ça? Plus que ça? À un moment donné, la banque, elle ne me croyait plus. Elle pensait que je faisais des fausses factures. Ah d'accord. Okay. Mais l'État est le plus mauvais. C'est pas normal. Moi, j'avais toujours une habitude. Je disais qu'il y avait 3 types de clients: ceux qui payaient à vue, ceux qui payaient à longue vue et ceux qui payaient à perte de vue. Et l'État, c'est plus loin qu'à perte de vue. C'est ça le problème. Et plus ils sont costauds. C'est facile. Hein. Attendez, Sébastien Ménard. Plus ils
sont costauds, plus ils sont gros, plus ils sont riches. Moins ils payent. Et moins ils payent. Ouais. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est un sacré problème. Et c'est combien de pourcentage la facturage, pardon? Vous le savez? Vous savez combien de pourcentage ils prennent? Ça dépend. Ça dépend en fait de la somme. En fait, vous avez ça dépend de la somme, ça dépend de la praticité, ça dépend de la due diligence, ça dépend de plein de choses. Mais plus effectivement la banque prend de risques et plus elle vous fait payer ce risque. Vous vous rendez compte quand même qu'on est en train de parler de la principale raison pour laquelle les entreprises font faillite. C'est-à-dire que c'est complètement délirant. C'est-à-dire que vous avez des entreprises absolument saines, mais qui à un moment donné se retrouvent totalement à sec de trésorerie à cause de ces délires. Vous avez encore des factures à 45 jours, vous avez encore des factures à 60 jours, des factures à 90 jours. C'est délirant. En réalité, c'est délirant. Ça, il faudrait J'ai même connu une époque certains qui se faisaient payer à 120 jours fin de mois le 10. T'imagines ce que ça donne fin de mois le 10. Distribution. Voilà, donc c'est extraordinaire. Donc ça veut dire que tout le monde tire la langue. Et puis voilà, donc ça, c'est ça qu'il faudrait changer. Je ne sais pas pourquoi on ne le change pas, en fait. Philippe Bilger. Mais l'État, de toute façon, il devrait se discipliner. Je ne suis pas un spécialiste, mais on m'a souvent dit que c'était un énorme problème pour les entreprises. Mais c'est hyper concret. La vérité, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas de délai pour l'URSSAF. Tous les 3 mois, ça tombe. Et vous avez pour prendre de l'argent, ils n'ont pas de problème. Mais non, de ce côté-là, bien sûr. Et donc, à un moment donné, quand ça s'accumule, eh bien, vous avez des entreprises qui font vraiment la culbute parce que 50 000 € de trésorerie, ça sert. Vous avez, en fait, l'État pourrait imposer, le législateur pourrait interdire les paiements à 45, 60 ou 90 jours, mais l'État doit d'abord balayer devant sa porte. Non, l'État pourrait interdire, mais que font il faut quand même qu'on explique aux auditeurs ce que font les gens pendant qu'ils ne payent pas. Ils font travailler cet argent. Et donc, mais non, mais c'est hyper important pour les gens qui nous écoutent. Ils le font travailler. Voilà, donc et ça, ils gagnent de l'argent. Merci Olivier pour ce coup de gueule, parce que comme vous voyez, ça a bien fait réagir. Vous restez avec nous, Olivier. Allez, à tout de suite. Dans un instant, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Judith Belair, Philippe David. Merci d'avoir choisi Sud Radio. Il est 17h13. C'est l'heure du réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous rejetez l'idée, Philippe Bilger, que je vous cite, tous les juifs dans le monde seraient anti-Trump et anti-Bardella. En fait, c'est le ministre israélien de la diaspora qui a rejeté l'idée que tous les juifs dans le monde étaient anti-Trump ou anti-Bardella. Et tout en ne méconnaissant pas que l'histoire du Rassemblement national dans les origines pouvait le troubler, il a estimé qu'il fallait qu'Israël ait des contacts avec les partis populistes pour des raisons évidentes. Et c'est pour cela qu'il a invité Bardella dans cette conférence contre l'antisémitisme le 26 et 27 mars. Et ça me paraît un point de vue qui mérite d'être écouté. Est-ce que c'est pas plutôt un rapprochement des extrêmes, Françoise de Gaulle? Oui, bien sûr, parce qu'on sait très bien qui est le ministre israélien, on sait très bien qui gouverne en Israël. Vous savez, c'est des gens tout à fait fréquentables. Les gens qui gouvernent en Israël, je vous invite à lire leur littérature. Je ne suis pas soupçonnable d'être antisioniste, évidemment, mais enfin, jamais je ne pourrais donner la moindre confiance à ce gouvernement-là, et surtout pas à ce ministre-là. Moi, j'ai beaucoup aimé le président du CRIF. Je trouve que vraiment c'est un très bon président. Je trouve que Jonathan Arfi a vraiment mis les barres. Eh bien, il a été très très bien. Il a été très très juste. Je pense que c'est à la marge. C'est vrai qu'il y a un vote juif pour le Rassemblement national, si tant est qu'on puisse parler d'un vote juif, mais il est tout à fait infinitésimal et il s'oriente pas mal vers Zemmour aussi. Et c'est heureux. Il s'oriente en Israël vers Zemmour. Israël, beaucoup vers mais Zemmour. ça reste, vous savez, ça reste des proportions assez minimes. En fait. Sébastien Ménard. Moi, je suis d'accord avec vous, Philippe Bilger. C'est-à-dire que on voit en fait une espèce de mouvement de la tectonique des plaques, des trucs qu'on n'imaginait pas il y a encore peut-être une trentaine d'années. Parce que la vie politique française et notamment du côté du Rassemblement, enfin du Front National à l'époque, on nous avait habitués à des outrances qui rendaient quelque part, on va dire, des publics totalement irréconciliables. On voit que les choses bougent.
Bon, c'est dit. Allez, c'est parti pour les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. 3 mots dans Les vraies voix l'actu. Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont audition, regroupement et injures. Pas pour nous les injures au moins. Non, c'est pas pour vous quand même. Les auditions des grands-parents maternels d'un oncle et d'une tante du petit Émile se sont poursuivies aujourd'hui. Garde à vue prolongée pour homicide volontaire et recel de cadavres. Une première dans l'Union européenne. L'Autriche annonce suspendre le regroupement familial pour les réfugiés. Le nouveau gouvernement parle de protéger le pays face à l'afflux migratoire. Et puis Éric Zemmour, condamné pour des propos sur le drame de Crépol quand il avait opposé, je cite, 2 peuples, 2 France, 2 jeunesse, celle de Thomas et celle de Chaïd, 9 000 € d'amende pour injure raciale. Les vraies voix Sud Radio. Que s'est-il passé le 8 juillet 2023 au Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence? Pour la 2e journée, les enquêteurs auditionnaient aujourd'hui les 2 grands-parents maternels du petit Émile, mais aussi 2 de leurs enfants, un oncle et une tante de l'enfant de 2 ans et demi. Garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Des ossements avaient été retrouvés il y a 1 an, 9 mois après la disparition de l'enfant. À ce stade de la procédure, les avocats des 2 grands-parents, maître Isabelle Colombani et Julien Pinelli, cherchaient ce matin à relativiser la portée de cette prolongation des gardes à vue. Elle était tout à fait prévisible. Dans ce genre de dossier, vu la qualification, la prolongation est quasiment de droit. On va reprendre ce marathon judiciaire et on va voir un petit peu les questions qui vont être posées, les réponses qui vont être apportées. Il a coopéré hier, est-ce qu'il a répondu aux questions? Oui, il n'y a aucun souci là-dessus, coopération totale. Vous savez, il est évident que pour une grand-mère qui a perdu son petit-fils dans des circonstances aussi dramatiques, être entendu dans le cadre d'une garde à vue sur les circonstances de cette affaire est forcément une épreuve. Néanmoins, il n'aurait échappé à personne que cette famille en a connu d'autres, des preuves, et que celle qui se déroule actuellement pourrait presque paraître dérisoire par rapport à celle-ci. Les avocats des 2 grands-parents maternels du petit Émile au micro de l'agence France Presse. Philippe Bilger, vous êtes plus expert que qui que ce soit sur les gardes à vue. Si des gens n'ont pas parlé au bout, on est à peu près à 36 heures de garde à vue, c'est maximum 48 heures. Est-ce que vous pensez que tout peut basculer dans les dernières heures On ou ne sait pas? jamais. Est-ce que la confrontation d'aujourd'hui, est-ce qu'elle va obtenir des effets? Et peut-être, en définitive, faudrait-il aussi pouvoir admettre qu'ils n'ont rien à dire? Je peux tout imaginer sur cette affaire, mais je ne sais rigoureusement rien. Je suis exactement comme vous, Philippe, j'ai que des points d'interrogation. Le problème, c'est que cette affaire nous ramène à celle qui nous a tous meurtris depuis 40 ans, l'affaire Grégory. Oui. Et je me souviens, on était tous beaucoup plus jeunes, mais vous vous souvenez de cette ronde des gardes à vue à la Sable-Mangue et avec rien au bout. Donc effectivement, je suis comme vous, mais on est vraiment dans un imaginaire, on est projeté dans un imaginaire extrêmement glauque en fait, en réalité. Et si vous faites un petit sondage, les gens considèrent en fait que les grands-parents sont forcément coupables, et je veux me départir de cette idée. Absolument. Parce que je veux me battre moi-même contre cette idée, parce que je n'en sais rien. Et on n'a pas Marguerite Duras, donc ça va. Sublime, forcément sublime. En parlant de la mère de Grégory, absolument. Oui, bien sûr. Sébastien Ménard. Moi, je redécouvre la vulnérabilité des petits êtres, parce que moi, je suis papa d'une petite fille qui a sensiblement l'âge du petit Émile, et voilà. Donc, je suis. C'est même pas quelque part le feuilletonnage judiciaire qui m'interpelle, c'est l'horreur de ce petit garçon, l'abomination et la disparition de ce petit garçon totalement innocent. Voilà. Et puis, vous savez, je sais pas si vous voulez, le paradoxe, si vous voulez, qui est encore plus terrible entre ce qu'on peut imaginer de l'horreur et la beauté de cet enfant. Les photos, et qui s'appelle Émile Soleil. Enfin, je sais pas si vous voyez le truc, si vous écrivez ça dans un roman, vous dites ça n'existe pas. Le choc de la beauté même de ce prénom, de ce nom, et ces circonstances. Sauf que ça se termine par un martyre christique, et voilà. Enfin, moi, je suis assez gêné, très gêné. En bref, Félix, le parquet poursuit son réquisitoire implacable au procès de Nicolas Sarkozy. 2e jour de ce réquisitoire fleuve qui est censé en durer 3. Le parquet financier réaffirme l'existence d'un pacte de corruption noué avec Mouammar Kadhafi afin qu'il finance la campagne présidentielle de 2007. Il réfute aussi, le parquet, l'idée d'une manipulation, d'une vengeance ou encore d'un complot qui aurait été orchestré par l'ancien régime libyen, celui de Kadhafi. C'était un peu la thèse avancée par la défense de Nicolas Sarkozy. Philippe Bilger. Dieu sait que parfois je n'ai
n'ai pas été fier de certaines pratiques judiciaires. Mais depuis le début, en ayant tout lu, enfin à peu près, sur le procès Sarkozy, j'avoue que je suis très fier de la manière dont le procès a été présidé et dont le ministère public a accompli sa tâche. Alors convaincra-t-il ? Je n'en sais rien, mais peu importe. De toute façon, ils ont donné une belle image de la justice et on verra à la fin. Le parquet, Françoise Degois. Je suis d'accord. La présidente. Mais la présidente, voilà, après il y a tous les commentaires de plateau, absolument. Mais la réalité c'est qu'un parquet ne poursuit pas pour rien et qu'une présidente ne gère pas ses débats pour rien. Donc oui, effectivement, la justice fonctionne aussi, d'une certaine manière. Sébastien Ménard ? Oui, la justice fonctionne. Elle fonctionne plutôt bien. Parfois, moi j'ai le sentiment qu'elle fonctionne trop bien. Contre certains. Ah, ça y est. Allez, c'est reparti sur Sarkozy. Attendez, je n'ai pas cité Nicolas Sarkozy. Je dis simplement que je crois personnellement en la justice de mon pays. Et en tout cas, j'encourage tout le monde à croire en une justice totalement impartiale dans un pays civilisé, démocratique, puissant comme la France. Mais parfois, j'ai quand même le sentiment, en tout cas, quand je lis, comme tout à chacun, les journaux, il y a quand même une forme d'acharnement. Contre qui, mon cher Sébastien ? Contre quelques personnalités politiques. Mais dites que c'est Sarkozy pour vous, parce que... Personnalité politique. Pas ton Macron, voilà. De base, sois pas en figurique comme ça. Et en même temps, je suis un peu d'accord, vous ne le dites pas comme ça, Françoise Degois, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je veux dire, on n'enquête pas pour rien, et voilà, et évidemment. Mais j'ai quand même le sentiment, et je pense qu'il y a de nombreux auditeurs qui pensent qu'il y a peut-être une forme d'acharnement politico-médiatique sur quelques personnalités politiques. Sébastien, honnêtement, Fabrice Arfi a fait un film. C'est un journaliste de Mediapart. C'est lui qui a tout révélé, Fabrice Arfi. Il a fait un livre qui s'appelle On comprend rien, et vous pouvez, enfin, c'est éclairant en réalité. On comprend tout en fait. Oui, on comprend tout. En fait, il y a pas rien, on comprend tout. Deuxième mot, regroupement avec cette annonce du nouveau gouvernement autrichien. C'est une première dans l'Union européenne. La coalition au pouvoir annonce suspendre le regroupement familial pour les migrants par la voix de sa ministre de l'intégration. Nous avons atteint les limites de nos capacités d'accueil, justifie Claudia Placolm. Elle dit vouloir protéger, je la cite, les systèmes de santé, d'emploi ou encore d'éducation. La probabilité d'une intégration réussie diminue à chaque nouvelle arrivée, ajoute aussi cette responsable conservatrice. Elle parle de façon plus générale de protéger l'Autriche de l'afflux de ces dernières années. Philippe Bilger, est-ce que c'est ce qui va arriver en France ? Pas, mais oui, je veux dire, il faudra peut-être arbitrer. Est-ce qu'on veut continuer à traiter tous les Français et tous ceux qui sont légalement chez nous de manière convenable sur tous les soins qu'on doit leur donner, par exemple? Et dans ce cas-là, si on veut le faire, il y a bien un moment, il faudra faire comme l'Autriche. Monsieur, Françoise ? Je ne sais pas de commentaires, si ce n'est que je vais avoir des commentaires désagréables. Enfin, je ne crois pas que les situations se ressemblent, s'appliquent. Je vois bien qu'est-ce qui est à l'œuvre dans la décision de ce gouvernement. Voilà, dont acte. Sébastien Cour. Je suis comme Philippe Bilger, c'est-à-dire que quand on peut ouvrir, il faut ouvrir, mais quand on n'arrive déjà pas quelque part à bien gérer, en tout cas à accueillir, à intégrer ceux qui sont dignement celles et ceux qui sont là, évidemment on ne peut pas en accueillir d'autres. Allez, troisième mot, injure. Éric Zemmour vient d'être condamné pour injure raciale. 9 000 € d'amende pour des propos tenus sur BFM TV à l'époque du drame de Crépol. Il avait alors refusé de commenter les expéditions punitives d'ultra-droite qui s'en étaient suivies, évoquant, je cite, 2 peuples, 2 France, 2 jeunesse, celle de Thomas et celle de Chaïd, avait-il dit. C'est ridicule par rapport aux dizaines de morts qui sont de la main des racailles arabo-musulmanes. Oui, c'est ridicule. Et c'est ridicule parce que ce sont toujours les Thomas qui tombent et ce sont toujours les Chaïd qui les tuent. Voilà pourquoi c'est ridicule. Ces propos avaient été signalés par le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, signalés aussi par SOS Racisme ainsi que par 2 députés de la France Insoumise. Dans le jugement du tribunal correctionnel de Paris, on peut lire « Monsieur Zemmour a proféré de graves injures en direct dans des émissions de grande écoute dans une démarche globalisante et véhiculant un discours de haine venant encore aggraver les dissensions et aiguiser les ressentiments. Et ce, écrivent encore les juges, à un moment très tendu où 2 camps antagonistes étaient susceptibles de commettre des actions violentes et où les pouvoirs publics craignaient des actions de représailles, voire des phénomènes d'émeutes. Merci Félix.
Allez, dans un instant, le grand débat du jour. Jordan Bardella est en Israël pour visiter les sites des attaques du 7 octobre 2023, qualifiant cette invitation d'événement historique. Il affirme que le RN est un rempart pour les Français juifs, mais des organisations comme l'Union des étudiants juifs de France doutent de la sincérité de cette position en raison du passé du parti, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que ce voyage est l'aboutissement de la dédiabolisation annoncée par Marine Le Pen? Et à cette question, Bardella en Israël, le RN a-t-il tourné la page du FN? Vous dites oui à 81%. Vous voulez réagir? Les vraies voix et Aude attendent vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, nous sommes avec Luc Rouban, qui est politologue, directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, auteur du livre Les ressorts cachés du vote RN aux presses de Sciences Po. Bonjour Luc. Bienvenue. Bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir. Alors, une petite question, une réponse rapide s'il vous plaît. Jordan Bardella, est-ce qu'il utilise cette visite en Israël pour effacer cet héritage controversé du RN? Oh oui. Voilà, la réponse est claire. Vous restez avec nous pour le grand débat du jour, c'est dans un instant. Merci beaucoup. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h, Judith Belair, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard, et c'est l'heure du grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Jordan Bardella, le président du RN, s'est déplacé en Israël pour se recueillir sur les lieux des attaques du 7 octobre 2023, notamment au Festival Nova et dans plusieurs kibboutz. Il a décrit cette invitation comme un moment historique et a affirmé que son parti constitue un rempart pour les Français juifs face aux dangers islamistes. Ce voyage s'inscrit dans une démarche visant à renforcer les relations du RN avec la communauté juive et à redorer son image à l'international. Cependant, certaines organisations comme l'Union des étudiants juifs de France remettent en question l'authenticité de cette posture en raison des antécédents du parti. Alors parlons vrai, est-ce que cette visite est un tournant dans l'histoire du RN? Et à la question Bardella en Israël, le RN a-t-il tourné la page du FN? Vous dites oui à 81%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour en parler, nous sommes avec Luc Rouban, qui est politologue, directeur de recherche CNRS au CEVIPOF et auteur du livre Les ressorts cachés du vote RN aux presses de Sciences Po. Mais avant ça, un tour des vraies voix. Philippe Bilger. Il est intéressant de voir pourquoi certaines organisations juives, par exemple, ne considéreront jamais que la dédiabolisation opérée par Marine Le Pen est concrétisée par de multiples signes, inutile de les rappeler, n'est jamais sincère. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir pourquoi, au fond, beaucoup qui devraient se réjouir de l'évolution positive du RN continuent à considérer qu'il est demeuré le même. Et je me demande si ça n'est pas parce que cette attitude leur permet un confort intellectuel et politique. Je veux dire par là qu'à partir du moment où on croit la dédiabolisation du Rassemblement national, on est obligé de lui opposer un discours politique cohérent. On ne peut plus se contenter d'une stigmatisation morale. Et ça, c'était tellement commode avant. Françoise Degois. Le discours politique, il est tout simple. Vous donnez pas tous les arguments de l'Union des étudiants juifs de France. Je vais vous donner un argument. Vous avez à l'Assemblée nationale aujourd'hui des députés du Rassemblement national qui, dans leur vie d'avant, il n'y a pas si longtemps, tenaient des librairies négationnistes. Il y en a un. Et non, mais il y en a encore quelques-uns qui traînent dans le coin aussi. Bien sûr, ouais. Mais évidemment, regardez l'ensemble des candidats investis pendant les législatives. Donc, moi, je veux bien qu'on m'explique que le RN n'est plus d'extrême droite. D'abord, 80% des Français considèrent, dans un dernier sondage, qu'il l'est encore. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la communauté juive, elle est instruite par l'histoire. Je vais vous expliquer, par exemple, qu'en Italie, il y a la même tentative de la part de Giorgia Meloni, et que vous avez la communauté juive italienne qui est la plus vieille du monde méditerranéen, qui a un pas de recul. Pourquoi? Parce que le dernier qui a fait ça s'appelle Benito Mussolini. Vous comprenez bien que l'ensemble des conseillers de Benito Mussolini, quand il prend le pouvoir, la moitié sont juifs. Et tout le monde se dit, effectivement, voilà, ça avance, on croit à ses idées, etc. Et évidemment, les juifs italiens sont déportés dans des proportions aussi fortes que les juifs français. Donc, instruit par l'histoire, l'idée est qu'un parti d'extrême droite, quand il est fondé, il ne change jamais ses fondations. Il peut changer sa façade, sa peinture, mais la réalité, c'est que, pour moi, mais non, c'est pas un confort intellectuel. Je vous argumente sur l'histoire et sur la réalité du RN aujourd'hui. Moi, je veux bien que Jordan Bardella et Marine Le Pen comptent fleurette à la communauté juive. Ça n'est pas mon sujet. Dans les faits, vous avez encore des négationnistes, vous avez encore des
néo-nazis en assistant parlementaire au Rassemblement national, au Parlement européen. Donc stop la cavalerie. Mais vous pourriez épurer, vous, radicalement un parti, LFI par exemple. Mais moi je m'en fiche, c'est peut-être pas mon sujet, j'épure pas LFI, pas plus que j'épure le Parti communiste. Le Parti socialiste n'a pas ce genre de crime sur le sang, pas sur les mains, pardonnez-moi de vous le dire. Sébastien Ménard. Ça va me faire du mal de le dire, mais Françoise de Gois, elle a complètement raison. Mais en même temps, ça peut arriver. Non, mais elle a complètement raison par rapport, je dirais, au rappel historique de ce que fut le fascisme en Italie et la manière dont les choses, le Duce était lui-même entouré. Tout ça est complètement vrai. Mais en même temps, désolé, ce que dit Philippe Bilger est vrai, c'est-à-dire que la tarte à la crème imposée par l'ensemble de la classe politique au Rassemblement national que je combats moi depuis 25 ans, c'était de dire on parle pas, c'est des fachos, c'est des antisémites, etc., etc. Alors ils le sont de moins en moins, mais il en reste encore beaucoup. Voilà, évidemment, Françoise a raison, que dans les arrière-boutiques des fédérations, c'est truffé de fachos, voilà, que à l'Assemblée nationale, dans les coursives de fachos. Non, mais c'est la vérité. On va dire les choses. Regardez les Némésis. Je veux bien qu'on euphémise tout. Mais j'ai envie de dire que il faut aussi quelque part constater. Nous, on a une petite communauté juive au Pays Basque. Elle a, entre guillemets, elle est plutôt aujourd'hui affinitairement, intellectuellement proche, en tout cas, des idées du Rassemblement national de mais dans les faits, ça n'est pas vrai. Voilà. Non, attendez, dans les faits des votes, enfin dans les retours de vote, ça n'est pas vrai. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais. Si vous voulez bien, on va donner la parole. Quand on met un bulletin dans l'urne, on ne sait pas qui l'a mis. Si vous voulez bien, on va donner la parole à Luc Rouban. Luc Rouban, vous êtes politologue, je rappelle, directeur de recherche CNRS au CEVIPOF. Est-ce que vous pensez du coup que c'est vraiment une tentative stratégique du RN pour redorer son image à l'international et puis séduire les Juifs? Est-ce que vous pensez que ça a marché? Ou que ça marche? D'abord, il faut bien. Moi, j'écoute votre débat et je pense que vous avez à la fois raison et tort. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez au sein du RN des dirigeants et des militants, certainement une bonne part encore d'antisémites, etc. Mais la question aujourd'hui qui se pose, c'est celle de l'électorat. Il faut bien distinguer l'électorat des leaders et des militants. C'est pas la même chose. Or, ce qui se joue aujourd'hui, c'est quand même l'électorat, parce que c'est l'électorat qui décide des élections. Ce sont pas les leaders, ce sont pas les militants. Bon. Quand vous faites des enquêtes aujourd'hui, on a posé des questions, justement, concernant l'antisémitisme ou concernant, je dirais, la représentation des juifs et en même temps des musulmans, notamment, est-ce que les juifs, par exemple, constituent un groupe à part dans la société française? Bon. En moyenne, pour tous les enquêtés français, la réponse est oui à 30%. Chez les électeurs du RN, c'est 30%. Voilà, c'est exactement la moyenne, donc il n'y a pas de différence particulière. Si vous posez la question concernant les musulmans, là, les chiffres sont plus du tout les mêmes. En moyenne, vous avez 55% qui vous disent oui, les musulmans, c'est un groupe à part. Donc c'est pas un groupe ouvert, ou certains disent non, c'est pas un groupe du tout. Non, mais 55% vous disent c'est un groupe à part. Mais alors, au sein de l'électorat RN, c'est 77%. Donc vous voyez, le problème il est là. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, vous avez un passé qui reste là, avec toujours présent, mais ça, bon, c'est un petit peu je dirais, le handicap en quelque sorte du RN qui reste toujours un peu dépendant de cette histoire du FN. Il faut être prudent avec les comparaisons historiques parce que, attention, l'évolution des extrêmes droites actuelles ou des droites radicales, ça dépend comment on les appelle, c'est quand même pas non plus le fascisme à la Mussolini. C'est pas la même chose. Certains disaient que Mélanie allait mettre s'était menée au fascisme, mais l'Italie n'est pas devenue une dictature aux dernières nouvelles. Soyons, s'il vous plaît. Moi, je ne manie pas, Luc, les comparaisons historiques pour rien. Je connais par cœur cette période. Je l'ai étudiée. Mais il la connaît aussi. Non, excusez-moi. Laissez-la répondre. Excusez-moi, Luc Rouban, laissez Françoise de Gois répondre. Je vais terminer. Je connais très bien aussi, mais Giorgia Meloni, je sais parfaitement qu'est-ce qu'elle opère, Giorgia Meloni, avec les signaux qu'elle envoie à son électorat de base, qui sont les néofascistes purs et durs, et son désir de revenir vers le conservatisme pur. Je sais très bien ce qui se passe en Italie sur, par exemple, les LGBT, ce qui se passe sur les migrants qu'elle a été obligée, pour des raisons économiques, si vous voulez, de régulariser. Je sais très bien ce qui se passe avec les journalistes. Donc soyons assez ouverts pour comprendre que Mélanie n'est pas la gentille petite fille bonne élève de l'Europe. Alors attendez, excusez-moi. Luc Rouban voulait répondre. Luc Rouban voulait
terminer sa phrase. Oui, je veux terminer. Je parle pas de l'Italie de Meloni, je parle de l'électorat RN en France, parce que jusqu'à ce que on démontre le contraire, Jordan Bardella, il représente le RN, il représente pas Fratelli d'Italia. Bon, donc il faut quand même un peu centrer le débat. Vous répondez sur. Vous avez une évolution d'électorat du RN qui est quand même considérable en termes, je dirais, d'extension des catégories sur les catégories moyennes, diplômées, etc., qui sont pas antisémites, donc, et avec effectivement un objectif qui est celui de désigner comme ennemi essentiellement l'islamisme et l'extrême gauche. Or, il se trouve qu'effectivement, le Likoud, de l'autre côté, du côté d'Israël, a exactement les mêmes ennemis. Donc, effectivement, vous avez un travail de rapprochement qui a été lancé. Alors, il faut quand même pas oublier non plus que tout si vous voulez, ce positionnement du Likoud était effectivement aussi très contesté par une grande partie de la communauté juive, sûr, et y compris par les Israéliens. Alors, si vous me permettez, je rebondis. Parce que, si vous voulez, on fait une confusion générale, on dit les Juifs c'est Israël, et Israël c'est le gouvernement israélien. Ben non, bien sûr que non. Il y a une différence très, très importante. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Donc, actuellement, effectivement, si on parle du RN, vous avez un positionnement qui est différent, parce que stratégiquement, leur vrai problème, c'est de récupérer l'électorat, l'ensemble des électorats de droite, afin de gagner l'élection présidentielle. Et donc, effectivement, ils n'ont plus du tout intérêt, même si certains peut-être en ont encore envie, de se positionner sur des positions. Merci, Luc Rouban. Du coup, Philippe Bilger, il y a quand même Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, qui a dit qu'aujourd'hui, on sent bien que ce sujet est instrumentalisé pour mettre en scène un RN nouveau dans une stratégie de conquête du pouvoir. Donc, est-ce que c'est pas juste une stratégie électoraliste pour revenir au parti lui-même et non aux électeurs? Alors, j'ai entendu Elisabeth Lévy ce matin, avec laquelle j'ai été en accord. Elle a dit, il n'y a pas parti juif. Il se mêle de ce qui ne le regarde pas. Mais si vous le permettez, j'aurais voulu demander à Luc Rouban, à votre avis, le fait qu'aujourd'hui on impute à LFI des vices et des dysfonctionnements qu'on imputait traditionnellement au Rassemblement national, est-ce que ça n'a pas permis à l'image de celui-ci de s'améliorer ? De toute façon, tout ce qu'a fait LFI a permis au Rassemblement national de s'améliorer. C'est-à-dire que notamment le comportement de leurs députés à l'Assemblée nationale, un certain nombre de propos pour le moins douteux qui rappellent quand même qu'il y a toujours eu un antisémitisme de gauche extrêmement puissant en France. Notamment, je rappelle que quand même Marx a écrit La question juive, et je pourrais vous citer quelques extraits, ils sont quand même pas tristes. Donc voilà, il y a quand même toujours eu un antisémitisme de gauche qui semble être plus ou moins ressuscité, enfin de manière parfois hypocrite ou pas, par un certain nombre de représentants de LFI. Donc si vous voulez, effectivement, je dirais que d'une certaine manière, LFI c'est quand même le meilleur ami du RN. Direction Beaucaire avec notre auditeur du jour. Bonsoir Olivier. Bonsoir, autant pour moi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Olivier? Mais moi j'écoute avec attention. Mais pour moi, ce voyage en Israël, c'est de la politique. C'est-à-dire, c'est se redorer l'image, apparaître comme tous les politiques d'ailleurs, tous les partis. On essaye de faire une image la plus jolie de notre parti. Après, quand vous faites une image belle, il y a les autres partis qui essayent de la démolir. Donc, parce que surtout les critiques viennent des autres partis qui montrent du doigt. Je pense pas que M. Bardella soit antisémite ou raciste. Pas un seul moment. Mais le problème, les autres le disent. Donc après, quand la parole est dite, c'est dur de l'effacer. C'est facile d'accuser quelqu'un, de dire, je vais vous prendre un exemple tout simple, vous quittez l'Assemblée et vous dites, en tout cas moi, on m'a jamais pris en train de voler. Ça veut dire quoi? Vous n'accusez pas les autres, mais vous mettez doute. Donc c'est facile d'accuser et chacun est là pour redorer son image, essayer d'effacer ce qu'on dit. À une époque, on disait les communistes, ils ont 100 millions de morts sur les mains. Maintenant, on n'en parle plus. Maintenant, ce sont le RN, le LFI, et chacun a ses petites misères, et chacun va essayer de les effacer. Donc, le voyage, parce que proprement parler, ça sert à quoi, honnêtement? Ça sert pas à grand-chose. Parce que ce qu'il dit à la télé en France, il va le répéter là-bas en Israël. Pour moi, ça sert à rien. Alors, on va faire réagir. Peut-être qu'ils fassent attention, qu'ils prennent pas une balle dans l'oreille comme Trump
ça serait l'occasion unique de s'en débarrasser. Alors ça, c'est votre point de vue. Hein. C'est pas beau. C'est limite. Oui, ça, on souhaite pas un attentat contre qui que ce soit. Contre personne, même pas contre Trump. Sébastien Ménard voulait réagir. C'est un opposant politique à ce qu'est Jordan Bardella et à ce que sont les amis de Jordan Bardella qui prend la parole là. Mais on ne peut pas non plus leur faire un procès en insincérité. Peut-être que Bardella y va parce qu'il a été choqué par le 7 octobre, parce qu'il est choqué par la montée de l'antisémitisme en France. Je ne soutiens pas Jordan Bardella, je ne vote pas pour Jordan Bardella, je tiens à le préciser. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Obligé de le préciser. Oui, mais je suis obligé de le préciser parce qu'il faut arrêter de dire que il est nécessairement dans le calcul, il est nécessairement dans les faits, dans l'image, etc. Peut-être pas. Moi, en tout cas, je ne le sais pas. Évidemment, je ne suis pas un perdreau de 6 semaines, donc je me dis qu'un perdreau de 6 semaines. Et qu'effectivement, effectivement, il a peut-être aussi besoin quelque part de conforter, de confirmer le travail de repentance que fait le Rassemblement national depuis, on va pas dire des années, mais en tout cas depuis des mois, depuis de longs mois. Depuis plus de 10 ans que Marine Le Pen a pris le parti. Je ne sais pas. En tout cas, c'était moins flagrant à l'époque. Mais on ne peut pas quand même leur faire un procès en insincérité. Luc Rouban, il y a aussi les organisateurs de la conférence, parmi lesquels le ministère de la Diaspora, qui ont dit Jordan Bardella n'est pas un homme d'extrême droite, mais un ami extrême d'Israël. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, écoutez, il y a des rapprochements, si vous voulez, rhétoriques, mais moi, je voudrais surtout revenir sur la question de la sincérité ou pas des hommes politiques. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans une situation où, dans le fond, la question compte beaucoup. Quand on écoute, on a fait des entretiens qualitatifs dans le cadre de nos enquêtes avec donc les Français sur le rapport aux politiques et sur le rapport aux élus. Et dans le fond, ils y croient plus aux élus. Quand ils votent, c'est pas pour les élus, c'est pour des idées, c'est pour des projets. C'est parce que et donc c'est là que il faut revenir sur l'interprétation du vote RN, c'est-à-dire que le vote RN ne se réduit pas à des questions d'antisémitisme, de racisme, etc. Vous avez toutes les autres questions qui sont posées derrière. Et effectivement, c'est ce dont vous parlent les enquêtés. Ils vous parlent pas tellement que de ces questions d'antisémitisme, ils vous en parlent jamais pratiquement. Donc en fait, ils vont vous surtout alors bien sûr, ils parlent de l'immigration, mais toujours associé à des questions sociales, à des questions aussi, je dirais, d'accès aux services publics, etc. Donc c'est plus complexe. Et effectivement, dans le fond, après, on réduit tout le débat à cette question, à ce rapport toujours un peu à l'histoire. Donc effectivement, on peut évoquer l'histoire, mais aujourd'hui on assiste vraiment à une évolution du positionnement, je dirais, une évolution des droites d'une manière générale. Et dans cette évolution, le problème, c'est de savoir qui va contrôler, qui va maîtriser la convergence des électorats. Est-ce que ça sera les Républicains ou est-ce que ce sera le Rassemblement national? Et dans le fond, les électeurs aujourd'hui, ils se moquent un peu de savoir si, dans le fond, leurs élus sont sincères ou pas. Ils sont très machiavéliens d'une certaine manière, ils sont très réalistes. Eux, ce qu'ils voient, c'est les problèmes de mobilité sociale, les problèmes de pouvoir d'achat, etc. Voilà, ça, à mon avis, c'est vraiment là où on trouve vraiment des explications. Donc merci. Après, si vous voulez, on peut discuter éternellement, mais comme on n'est pas dans le fort intérieur ni de Jordan Bardella, ni des uns ni des autres, donc je crois qu'on n'aura jamais la réponse. Merci Luc Rouban. On rappelle que vous êtes politologue, directeur de recherche CNRS au CEVIPOF et auteur du livre Les ressorts cachés du vote RN aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup de votre participation. Puis dans un instant, on va faire très plaisir à Philippe David, parce que c'est... Le qui c'est qui l'a dit. Et aujourd'hui, c'est un qui c'est qui l'a dit de très haute compétition. De folie. Allez, vous restez avec nous. Ouais. À tout de suite. Et Olivier de Beaucaire aussi, 0826 300 300, si vous voulez jouer. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans ces temps difficiles. Pour ça, Sud Radio champion. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Philippe David. Il est 17h50 sur Sud Radio, c'est l'heure du quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on est toujours avec Olivier qui nous appelle de Beaucaire, 0826 300 300. Vous savez que si vous voulez jouer avec nous, vous pouvez nous appeler bien évidemment. Vous êtes là avec nous, Olivier, Oui, je suis toujours là. Ok. C'est à vous de lancer le jingle. En avant pour le c'est qui l'a dit. En avant pour les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, le premier, qui c'est qui l'a dit? La France est obèse de sa bureaucratie. Nous avons créé de la mauvaise graisse. Ça doit Attendez, déjà Olivier.
C'est le ministre qui était ce matin avec Jean-Jacques Bourdin. Bonne réponse, Laurent Marcangeli. Ministre, alors, ce qui est génial, c'est qu'il est ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas tellement simplifié son titre. Moi, c'est ce que je me suis dit. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Qui c'est qui l'a dit, Olivier? C'est très court, mais c'est très cash. Ouais. Je ne suis pas Émile Louis. Oh bah là. On soit chier. Olivier. Pas du tout. Elle l'a dit avec un quart de seconde. Non. Je faisais où sur les warm-up là? Alors là, on l'avait tous. Allez, vous êtes prêts? On se concentre. Qu'est-ce qui se passe là? Qui c'est qui l'a dit? Teddy Riner se trompe. Olivier. Ah, je l'ai vu en plus. Je l'ai revu ce matin. C'est le champion du monde de boxe. Non, laissez-le. Non, c'est un homme politique. Un homme politique. Il a dit autre chose, Bon Chipour. Ah, c'est un homme politique éminent. Éminent. Allez-y. Manuel Valls. Bonne réponse. De Sébastien Ménard. On s'est tous trompés en fait, mais j'ai cru qu'il avait dit ça, moi. Il l'a dit autrement. Allez, on se concentre. Qui c'est qui l'a dit, Olivier? L'islam est compatible avec la République et il a aussi enfanté des régimes laïques. C'est pas Bayrou, ça? Non, pas Bompard. Non. Manuel Bompard. Non, c'est pas le même bord. C'est pas le même bord. Ah, mais c'est Bardella, Jacobelli, Chenu. Non. Bon, alors Bardella Le Pen. Tony. Bonne réponse. À force de les dire. De Sébastien Ménard, qui prend la tête avec 6 points. Merci. Et qui c'est qui l'a dit sur la mobilisation pour Boualem Sansal? Nous ne manifestons pas aux côtés du RN et de Marine Le Pen. Olivier. Je ne sais pas, c'est quelqu'un de chez LFI, ça. Oui. Bompard alors. Non. Chapano. Non. Alors Guettet. Non. Mélenchon. Non. On l'a déjà cité. Mais quoi, enfin, il n'y en a pas 14 000. Il y en a une autre. Guettet, Mélenchon. Guettet, Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure au début. Non, c'est pas Guettet, c'est pas Guettet. Non, pourquoi je dis Guettet? C'est pas Guettet, c'est une autre. Elle est perdue. On va là. Trouver. Non, c'est bon, c'est pas possible. C'est pas un point, c'est un point donné. Aurélie, trouver, ouais, on met qu'un seul point parce que là. C'est pas juste. Vous me passerez l'expression, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, mais ce n'est pas de moi. Je suis en tête quand même. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit, Olivier, sur le boycott des produits américains? C'est très bien qu'il voit que ce n'est pas sans conséquence. On ne joue pas simplement avec de l'argent et des marchandises. Il y a des gens derrière. Olivier, ce n'est pas un homme politique, mais c'est quelqu'un d'extrêmement connu. C'est un humaniste. Leclerc. Bonne réponse de Michel Édouard, bien évidemment. Vous n'avez pas répondu, Pas le général. Il dit ça avec un flegme. Il est là, on comme ça, les mains dans les poches. J'allais le dire, on n'avait pas demandé. J'attendais Olivier. On a Olivier qu'on a complètement zappé. Non, mais il a fait il avait pas la réponse. J'aurais dit Leclerc. Bon, alors Olivier, vous êtes prêts? Oui. Tenez-vous prêts. Hein. Qui c'est qui l'a dit? Je suis absolument contre l'anonymat, c'est un amplificateur de la violence des jeunes et c'est sur les réseaux sociaux. Olivier. Aucune idée là. Allez-y. Allez-y, vraiment. C'est-à-dire je suis contre? Je suis absolument contre l'anonymat, c'est un amplificateur de la violence des jeunes. Un indice. Ah, c'est une femme. Ça aide pas beaucoup. Marie-Lise Léon? Non. C'est une femme de... Présidente de région. Pécresse. Bonne réponse. Je vous montrais mes cheveux, moi, ça marchait pas. Parce qu'elle est blonde. Mais Carole Delga, elle est blonde ou... Qui c'est Bon, Carole Delga, elle est pas blonde. Qui c'est qui l'a dit? Olivier. On ne censure pas parce qu'on ne sera jamais les artisans du chaos. Alors? Non. Boris Vallaud? Non. Olivier Faure? Non, c'est Laurent Wauquiez. Putain, mais vous dites ça. Il était en interview ce matin, donc. Donc vous regardez plus les interviews? Non, c'est pas vrai. Il y a un sujet. La dernière fois. Non, il n'est pas doué du tout. Les 6 premiers mois, on lui donnait les réponses. Je sais plus ce qu'ils ont avoué. Je ne vais pas dire où il était ce matin parce que c'était pas ici. C'était sur une chaîne concurrente, absolument. C'est bien Sébastien qui a gagné, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui, alors Sébastien a fait plus de points que les 3 autres concurrents réunis puisqu'il a gagné 13 points. Et après, c'est égalité parfaite entre Olivier, Philippe Bilger, Françoise Degois, avec 3 points chacun. Allez, 0826 300 300. Vous nous appelez quand vous avez un truc à dire ou si vous voulez jouer avec nous. Merci Olivier.
d'avoir participé. À très bientôt. Allez, 0826 300 300, je vous le rappelle, vous pouvez réagir, nous appeler. Dans un instant, ça sera justement une auditrice qui va nous donner une opinion. Et puis aussi l'info en plus, évidemment. Vous restez avec nous, c'est les vraies voix de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Judith Belair, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Et on file au 0826 300 300. Vous le savez, Sud Radio, c'est votre radio. Si vous avez quelque chose à dire, de bien, de pas bien, ce que vous voulez, vous nous appelez. Nous sommes avec Claire qui nous appelle de Paris. Bonjour Claire, bonsoir. Bonjour à toute l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à votre fidélité. Avec plaisir. Alors vous voulez parler, vous saluez le boxeur Maillard Manchicourt, Claire. Manchicourt, pardon. Oui, parce que je trouve qu'il a beaucoup de courage. Il s'exprime avec une finesse et une intelligence et il avertit. Et je remercie les radios qui l'interviewent, qui prennent un peu quand même position. Parce que moi, récemment, près de chez moi, il y a je revenais d'une course et je vois une jeune fille et de loin, elle enfilait un voile intégral. Et alors, le temps qu'elle le mette, ça faisait, excusez-moi, c'est un peu d'humour pour pas pleurer, comme une petite tante Quechua de Décathlon. Et elle mettait ça sur son jean et ses baskets. Elle n'avait même pas, 15 ans. Eh bien, j'ai ressenti quelque chose qui me faisait vraiment... Mais est-ce qu'elle se rend compte ? Et alors, je sais qu'elle se rendait à un centre culturel à 5 minutes de chez moi. Voilà. Et ce matin, il y a une femme dont on a parlé, qui était architecte à Paris. En 1979, iranienne, elle avait la chance de pouvoir partir. Et elle pensait que les mollahs n'imposeraient jamais le voile. Quand on voit où on en est 46 ans après. Voilà. Vraie remarque. Je voudrais dire qu'en 79, il n'y a pas que cet architecte qui s'est trompé, c'est-à-dire que toute la révolution iranienne s'est trompée, y compris les communistes qui ont mené la révolution, y compris toute la gauche iranienne. C'est évidemment l'imam Khomeini, quand il est arrivé, qu'il est descendu d'avion et qu'il a imposé la République islamique, ça a été un choc. Et la moitié des résistants, d'ailleurs, de gauche communiste, ont fini en prison et fusillés et exécutés. Donc l'architecte, c'est pas ça le sujet. Par rapport à la jeune fille, j'entends ce que vous dites et votre émotion. Je rappelle, comme l'a dit d'ailleurs Karim Bouhamran sur cette antenne la semaine dernière, il est quand même le mieux placé pour savoir de quoi il parle à Saint-Ouen, le maire de Saint-Ouen. Cette affaire dont on fait grand bruit concerne 0,07% véritablement des sportifs. C'est même pas, c'est epsilon. Alors je veux bien qu'on fasse la même chose que pour la Baïa, des grandes déclarations et finalement pour 1200 cas, on dit oui mais il n'y a plus d'Abaya. Ok. Est-ce que le problème est réglé de l'islamisme rampant ? Est-ce que le problème est réglé ? Eh bien non, il n'est pas réglé. Donc il faut régler le problème différemment. Pour moi, c'est ça, madame. Plutôt. Non, mais il y a un grignotage et je comprends l'émotion de cette femme. Sébastien Ménard. C'est pas qu'un grignotage. C'est pas qu'un grignotage, pardonnez-moi. Il y a d'abord un renoncement de la classe politique dans son ensemble depuis 30 ou 40 ans sur la laïcité. Et voilà. Alors il faut pas non plus être dans la laïcité punitive, la laïcité dogmatique, mais c'est une réalité quoi. Par clientélisme, ici et là, la gauche, la droite, etc. a laissé. Vous avez raison, Françoise Degois. L'islam radical, parce qu'il n'y a pas de problème avec l'islam, mais l'islam radical, l'islam politique, quelque part, s'immiscer dans la quotidienneté française, et que face à ça, aujourd'hui, on a évidemment toute une jeune génération qui n'est pas construite intellectuellement comme les générations qui les ont précédées, où il y avait un semblant de culture classique, où il y avait, on acceptait la différence, la tolérance, etc. Mais on savait ce qu'était la République, on savait ce qu'était que l'histoire de France, on savait ce qu'était la laïcité. Je pense que cette petite gamine de 14 ou 15 ans, elle a pas du tout conscience de ce que ça représente.
représente. Voilà, mais en tout cas, je peux comprendre que ça puisse choquer notre auditrice. Bien sûr. Merci à tous les trois, merci à Claire, 0826 300 300, vous le savez, chers auditrices, chers auditeurs, si vous voulez passer un coup de gueule, passer un coup de cœur, je me répète, mais vous pouvez. Sud Radio, c'est votre radio. Dans un instant, c'est le coup de gueule de notre cher Philippe David, et ça va... on va partir dans un village où on n'est jamais allé parce qu'il n'est même pas en France, c'est le village de Moutenz en Suisse. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Judith Belair, Philippe David. Et à 18h14 exactement, c'est l'heure du coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Le clocher n'en peut plus, je Dans vous ce dis. village, on n'y est jamais allé. Un village qui s'appelle Moutenz, près de Bâle, en Suisse. Pourquoi Moutenz? Parce que c'est là que se trouve le centre de justice pénale qui, en appel et confirmant le jugement en première instance de juillet 2022, a acquitté Sepp Blatter et Michel Platini 10 ans après le déclenchement du FIFA Gate. Les ex-présidents de la FIFA et de l'UEFA étaient poursuivis pour escroquerie, abus de conscience, gestion déloyale et faux dans les titres. Cerise sur le gâteau, le tribunal a demandé une indemnisation d'un peu plus de 186 000 € au bénéfice de Platini et d'un peu plus de 114 000 € au bénéfice de Blatter, aversé par la Confédération helvétique. Un jugement qui a causé cette réaction de Michel Platini. La persécution de la FIFA est terminée. Et je suis scandalisé qu'on ait pu, alors que la justice l'a innocenté 2 fois, tuer ses ambitions de devenir président de la FIFA après avoir été président de l'UEFA. Soyons clairs, je ne connais pas Platini, c'est pas un réflexe amical, et même si ses posters ont toujours orné ma chambre d'enfants et d'adolescents, je n'appréciais pas particulièrement sa gestion de l'UEFA sur certains sujets. Mais avoir monté une cabale pour le démolir, comme cela semble être le cas, me semble franchement scandaleux, même si cela n'est pas une surprise, les arcanes du football étant aussi propres que celles de la politique. Même si après 10 ans de procédure, l'ancien numéro 10 des Bleus n'exclut pas de se retourner contre les auteurs de ce feuilleton judiciaire, le mal est fait puisqu'à bientôt 70 ans, il ne pourra probablement jamais diriger le football mondial et qu'aucun chèque, quel que soit son montant, ne rattrapera cette injustice. Une situation qui rappelle que la présomption d'innocence doit exister, y compris pour les politiques dont certains ont eu leur carrière brisée avant d'être eux aussi brisés par la justice. Michel Platini était le roi du coup franc avant de tomber sous des coups pas francs. Alors maintenant, que justice soit faite contre les coupables de cette cabale. Allez, une réaction très rapide, les vraies voix. Vous connaissez bien mieux l'affaire que moi, mon cher Philippe, mais j'avais pas l'impression qu'il n'y avait rien. Là, il n'y a rien du tout, dit. Oui, 2 fois. D'accord, mais à l'origine, on pouvait s'interroger. Oui, voilà, c'est la lenteur de la justice. Ils ont Sepp déblatéré. Les bonnes salles. Bon, rajoutez-lui 3 points. Non, voilà, je sais pas. J'en aurais jamais fait un aussi mauvais. Je veux dire, c'est un type assez, c'est pas un type sympathique. Michel Platini, on le sait très bien, mais c'est pas quelqu'un qui méritait ça. C'est un génie et il ne méritait pas ça. En tout cas, on ne touche pas à mes idoles, de Milli Vanilli en passant par Nicolas Sarkozy, Bernard Tapie jusqu'à Michel Platini. Ça va dans la chambre, Sébastien Ménard. On touche à rien. Non, moi c'est Zidane, c'est pas. Ouais, bien que. C'est vrai que c'est. J'en sais rien, je sais pas. Ça a tué toutes ses ambitions. Et ben voilà. C'est vrai. Ils l'ont brisé, donc ils ont réussi. Ils sont arrivés véritablement. Alors, si on veut faire l'info en plus, c'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Jean-Luc Mélenchon a publié un tweet très virulent à propos d'une réunion publique organisée à Paris en présence de Bruno Retailleau et de Manuel Valls. Un événement intitulé Pour la République, la France contre l'islamisme et auquel participent les ministres de la Justice et des Outre-mer. Meeting organisé notamment par l'ONG Elnet qui se donne pour mission de promouvoir les liens entre l'Europe et Israël. Elnet, dirigé en France par Arié Ben Semoun qui se trouve visé par ce tweet du fondateur de la France Insoumise. Et nous sommes en ligne avec lui. Bonsoir Arié Ben Semoun. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Jean-Luc Mélenchon parle sur X, je le cite, d'un meeting de soutien à Netanyahou financé par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Il vous accuse d'avoir dit, je cite, que tous les médecins, journalistes, humanitaires, fonctionnaires vivant à Gaza seraient des agents du Hamas. Enfin, Jean-Luc Mélenchon ajoute encore que les intervenants comptent parmi, je le cite, les pires racistes et négationnistes connus. Il parle aussi d'islamophobie. Qu'est-ce que vous lui répondez à Jean-Luc Mélenchon, Arié Ben Semoun ? Je lui réponds que c'est un pourvoyeur de haine, c'est un menteur, c'est un affabulateur et quelqu'un qui n'a de cesse que de créer les conflits et les polémiques.
tout ce qu'il écrit est un tissu de mensonges. Il suffit de regarder la liste des intervenants pour se rendre compte qu'il y a parmi les gens que nous avons réunis ce soir autour de Manuel Valls et de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, ni raciste, ni xénophobe, ni négationniste, évidemment. Et puis, il nous accuse d'avoir fait financer ce meeting par quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, que je ne connais pas, avec qui je n'ai jamais parlé et qui, bien évidemment, n'a jamais versé un centime, ni pour financer cette soirée, ni pour financer quoi que ce soit d'autre que nous ayons organisé avec Agir Ensemble depuis que nous avons créé cette initiative citoyenne au lendemain du 7 octobre. Et par conséquent, il s'expose là à devoir répondre devant la justice des calomnies, de la diffamation dont il manifeste vis-à-vis de nous. Alors vous savez, on connaît bien Jean-Luc Mélenchon et son parti des Insoumis, qui fonctionne un peu comme une secte. Ils sont aujourd'hui les collabos des islamistes, qui sont la première menace reconnue comme telle par les Français contre la société française, contre la démocratie, contre la République. Et d'ailleurs, dans un sondage que nous avavons commandé à l'IFOP, 83% des sondés disent que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise participent plus à diviser la société qu'à l'unifier. Donc par conséquent, les élucubrations de M. Mélenchon ne nous font pas peur, il ne nous fera pas taire et il ne nous fera pas reculer dans le combat que nous devons mener contre l'islamisme et pour la préservation de la République, de la laïcité et des valeurs je peux tout à fait, je suis d'accord sur le fait que Jean-Luc Mélenchon est un diviseur, c'est une stratégie politique du chaos, on le connaît tout par cœur, on l'a dit. Par contre, est-ce bien raisonnable? Vraiment, je vous le dis, pas vous, hein. Je pose la question au ministre de la République, est-ce bien raisonnable dans ce moment de participer, Bruno Retailleau, Manuel Valls, il y a Jean-Michel Blanquer qui est aussi, etc. Est-ce que c'est bien raisonnable de faire ça? Est-ce que c'est utile de faire ça avec cet intitulé? Non, mais vraiment, c'est une question que moi je me pose parce que je ne pense pas que c'est la sagesse de faire cela. Oui, vous avez raison. Donc vous savez ce qu'il faut continuer à faire, se réfugier dans le déni, ne pas mesurer la menace que représente l'islamisme. C'est pas simplement le terrorisme, c'est l'entrisme, c'est l'infiltration de notre diplomatie, de nos services publics, de notre culture, du sport, et on va laisser faire et on va laisser la France et la République s'effondrer. On va pas mener ce combat qui est existentiel. Non, mais ce combat, Attendez, on va faire réagir les autres. Vous me posez des questions et vous me permettez pas de répondre. Bien sûr. Alors, si vous ne permettez pas de répondre, ça sert à rien de m'interroger. Allez-y, on vous écoute. On n'est pas en train de parler d'un phénomène que nous connaissons depuis 5 minutes. Nous sommes à 10 ans après les attentats, Charlie Hebdo, Bataclan, Hypercacher et tous ceux qui ont suivi et tous ceux qui ont précédé. Nous sommes 120 ans après la loi de 1905 qui porte le principe de la laïcité. Et qu'est-ce que nous constatons depuis plus de 20 ans maintenant? Que nous ne cessons, la République ne cesse de reculer sous les coups de boutoir de ceux qui veulent la détruire. Que la haine des Juifs explose en France et que cette haine des Juifs, elle ne peut pas dissimuler la haine de la France, la haine de la République. L'instrumentalisation du conflit du Moyen-Orient, le fait d'utiliser la cause palestinienne comme un cheval de Troie qui donne la possibilité aux islamistes de nous combattre de l'intérieur. Et vous voulez qu'on reste les bras? Non, je pense que la conférence de ce soir. On va laisser répondre les autres. Excusez-moi, je vous dis que Monsieur Ben Semoun, attendez. J'entends pas. Ce qui n'est pas raisonnable, c'est de se calfeutrer dans le déni en pensant personne se calfeutre dans le déni. S'il vous plaît, Monsieur Ben Semoun, Françoise de Gois, vous laissez parler Sébastien Ménard, s'il vous plaît. On vous écoute, Sébastien. Vous savez que j'entends rien de là où je suis. Il n'y a pas de problème. On va juste faire réagir Sébastien Ménard. Vous allez m'entendre parce que je suis d'accord avec vous. Donc je pense qu'on a été trop longtemps dans le déni. Le fait qu'on ait des personnalités politiques, des intellectuels, évidemment plutôt de droite, qui décident à un moment donné de dire stop, il y en a marre, regardons la réalité telle qu'elle est et la France telle qu'elle est et essayons tous ensemble, parce qu'après l'idée c'est pas de polariser, c'est pas de diviser, évidemment, c'est exactement ce qui va se passer. On s'en fout d'une conférence. On essaie juste d'écouter.
jusqu'au bout, Sébastien. Là où je suis pas d'accord avec vous, Françoise Degois, c'est que c'est pas parce qu'à un moment donné, ça risque de polariser, ça risque de cliver, qu'on ne peut pas toute poser... la journée, on pose cette question. Surtout les... Philippe Bilger. Je cherche à comprendre, Françoise. Je me demande en réfléchissant, Françoise, est-ce que la présence des ministres n'exacerbe en 20 secondes, s'il vous plaît, un débat qui sinon serait parfaitement consensuel dans l'indignation? Eh bien, mon sujet, il est là. C'est-à-dire que je pense que c'est jeter de l'huile sur le feu. Je pense que les Français... Laissez-moi finir. Je pense que les Français ont conscience de cela. Je pense que ce débat est ouvert tous les jours, sur tous les plateaux de télé, sur toutes les chaînes, avec des super... C'est pas vrai, c'est la réalité. Avec des super spécialistes. Je pense que la présence des ministres... On ne doit pas vivre dans le même monde. Allez, Arié Ben-Semoun, on vous donne le mot de la fin parce qu'on va devoir rendre l'antenne. Allez-y, on vous écoute. Écoutez, on ne doit pas vivre dans le même monde parce que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de constats, mais que personne ne veut véritablement passer à l'action et mener le combat qui doit être mené contre ce totalitarisme qui s'appelle l'islamisme, qui n'aime pas les femmes, qui n'aime pas les juifs, qui n'aime pas les policiers, qui n'aime pas les journalistes, qui n'aime pas notre manière de vivre. Et vous voulez qu'on reste les bras ballants, mais c'est le travail du gouvernement. C'est le travail du Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Je rappelle que vous dirigez Elnet France, Arié Ben-Semoun. Merci Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, c'est le tour de table des vraies voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Judith Belair, Philippe David. Et nos VV du jour, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degois, éditorialiste, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et le patron de Presse Libre. Et tout de suite, c'est le tour de table des vraies voix. Apporte-moi seulement de quoi lire. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance. Bon, je peux pas vous laisser dire ça parce que si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Il a lu un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là. Comment vous dire? J'en ai rien à foutre. Le tour de table. De l'actualité. Philippe Bilger, votre tour de table, c'est des raisons d'espérer contre une terrible maladie. Absolument. À chaque fois qu'on entend parler d'un ami ou de n'importe qui a un cancer du pancréas, jusqu'à nouvel ordre, on était persuadé que le malheureux ou la malheureuse allait mourir rapidement tellement ce cancer avait une réputation terrifiante. Et il paraît que depuis quelque temps, notamment, n'attendez pas de moi des lumières scientifiques, en tout cas depuis l'ARN messager, la précocité du diagnostic, on peut commencer à espérer pour la guérison de ce cancer dit foudroyant du pancréas et on sauve des gens dès l'instant où immédiatement il est diagnostiqué. Alors, permettez que j'ajoute quelque chose, que j'ai lu l'article. Oui. C'est le cancer qui est un des pires pronostics, 11% de survie à 5 ans, mais on envisage même de faire des diagnostics précoces dans quelques temps par intelligence artificielle. Ce qui est déjà le cas pour plein de cancers. Hein. Vous savez, il y a un vaccin qui va chercher les cancers, qui a été développé par une société israélienne qui est déjà présent aux États-Unis et qui permet en fait de détecter 50 cancers d'un coup. Hein. Ah oui. Donc on est en pleine progression effectivement de cette médecine. Oui, c'est quand même juste extraordinaire parce que on va avec l'immunothérapie qui a sauvé tellement de gens également. Et en fait, on va arriver à ce que me disait un jour le frère de Jean-Louis Debré, qui était merveilleux, Bernard, qui est mort d'ailleurs, et qui me disait, à une époque, je faisais beaucoup d'émissions avec lui, il me disait, mais tu verras un jour, les cancers ne seront plus que des mauvais souvenirs et des maladies chroniques. Et je pense qu'on arrive dans ce temps-là, dans 10 ou 15 ans, où effectivement ce ne sera plus le signe. Peut-être même avant d'une condamnation à mort. Quelle bonne nouvelle. Sébastien Ménard. On a souvent, ici et là, décrié les progrès de la science, les progrès des nouvelles technologies, mais force est de constater que quand on met de côté, on en parlait hors antenne tout à l'heure avec Françoise Degois, le biais cognitif, intellectuel que ça peut représenter, l'intelligence artificielle, et le risque sur ce que sont les humains. Force est de constater que la science, quand elle progresse, je dirais, avec éthique et en intelligence, on peut quand même repousser quelque part les barrières du mal, les barrières de la maladie, et effectivement, la médecine prédictive, en tout cas, devrait faire c'est pas dans les 15, 20 ou 30 prochaines années, mais dans les 5 prochaines années, énormément de progrès. Je voulais juste que l'avenir de la médecine est préventif. S'il y a un domaine où on admet un progrès humain, c'est bien dans
dans le domaine de la médecine. Ouais. Tout à fait. Tout à Je fait. voulais juste dire que j'ai un de mes meilleurs copains à moi qui est médecin à Tel Aviv et qui a toujours cette phrase très drôle. Il me dit, tu sais quand même que on ne meurt pas que d'un cancer. Donc, je trouve ça, c'est vrai qu'on en fait quelque chose de, mais la cause, les mortalités, par exemple les AVC, je veux dire les maladies cardiovasculaires, voilà. Donc bon, on peut se rassurer du côté du cancer, mais il reste. Il y a d'autres trucs. Voilà. Allez Françoise, vous avez la parole, vous la gardez. Vous allez nous parler d'un livre choc. Un livre choc qui m'a profondément ému, dont j'ai découvert les bonnes pages, les bonnes feuilles dans Le Point cet après-midi de notre confrère Nicolas Demorand qui anime, vous le savez, la matinale sur une grande radio, la matinale la plus écoutée de France, qui est un très grand journaliste, qui a dirigé également Libération. Moi, j'ai eu la chance il y a des années de travailler avec lui et je n'avais pas perçu ça une minute. Nicolas Demorand explique dans ce livre qui s'appelle Intérieure Nuit, qui paraît aux éditions des Arènes demain, il explique sa bipolarité. Bipolarité, c'est le mot qui a été choisi pour remplacer le terme de psychose maniaco-dépressive. Et il raconte de façon très dure et très crue qu'est-ce que ça signifie être bipolaire, qu'est-ce que ça signifie le chagrin, les phases maniaques, les phases dépressives. Il raconte ses étés entiers passés sur son canapé à regarder le plafond avec, c'est pas de la dépression, c'est-à-dire c'est des phases véritablement où on se sent surpuissant de tout, et puis des phases down où plus rien n'existe. C'est très profond, c'est très puissant, c'est d'autant plus exemplaire que parce qu'il est une véritable star, Nicolas Demorand, que c'est insoupçonnable chez lui, insoupçonnable. Il raconte qu'il va 4 fois par mois dans une clinique psychiatrique, qu'il se fait rééquilibrer avec les médicaments qu'il prend. C'est insoupçonnable quand on l'entend à la matinale. Eh bien, il ose le dire parce qu'il dit j'ai peur de perdre le regard des autres, j'ai triché, j'ai dissimulé pendant 30 ans ma maladie. Et là, il la dissimule pas. Il parle de ses positions fétales, de tout ce qui le traverse. C'est bon, les éditions des Arènes tirent déjà à 100 000 exemplaires parce que ce livre-là n'est pas le livre d'un journaliste qui parle de sa maladie. Ce livre-là lève le voile sur quelque chose qu'on cache tous, que tout le monde veut cacher, le mal-être psychique qui est quand même la donnée dominante de nos sociétés modernes. Et c'est une alternance donc de dépression, de moments dépressifs et de moments où il va bien, quoi. C'est la maniaco-dépression. De grand bonheur et de grande tristesse, quoi. Les phases ça dépend des gens. Quand vous êtes équilibré avec du lithium, elles sont linéaires. Le lithium est très efficace. Mais c'est le seul médicament qui date des Égyptiens. On n'a jamais rien trouvé de mieux que le lithium pour les maniaco-dépressifs qu'on appelle maintenant les bipolaires. Mais au-delà de ça, Nicolas Demorand ose en parler. Il sait très bien que le regard des gens va changer directement sur lui. C'est-à-dire on va voir autre chose que ce qu'on voit, ce type intelligent, normalien, très brillant en interview. Mais il prend ce risque-là. Il prend ce risque-là pour les centaines de milliers de gens qui souffrent de troubles bipolaires en France. C'est magnifique. Moi, Sébastien Ménard. Je vais dire que très modestement, je fais la même chose que lui. Je suis content de venir à la radio parce que ça fait du bien. Bah voilà. Alors vous voulez nous parler, tiens Sébastien, de la baisse de la consommation de viande. Alors oui, je me suis interrogé parce que je lisais dans la presse pas plus tard qu'il y a quelques jours que la consommation de viande était en baisse. Alors je me suis dit bonne nouvelle, les gens, les consommateurs lambda, notamment français, commencent à avoir une conscience environnementale, animale, plus importante. Alors c'est vrai, mais pas si vrai que ça, au fond. Alors pourquoi ils mangent plus de viande ? Je vais vous le donner dans le mille. C'est le porte-monnaie ? D'après vous, c'est le porte-monnaie. Voilà. La première des raisons, c'est effectivement, vous avez 52% des Français qui disent qu'ils mangent moins de viande pour des considérations économiques. Et quand vous discutez avec les artisans bouchers, les artisans charcutiers, ils vous disent que malgré le fait qu'on monte en qualité, en traçabilité, etc., on voit des clients acheter de moins en moins ou de moins en moins souvent. Le deuxième critère, c'est évidemment les raisons de santé. Parce que oui, on nous a bassinés, enfin moi je fais partie d'une génération où on nous disait il faut manger de la viande rouge, c'est bon la viande rouge, etc. Alors la bonne viande rouge, c'est pas mauvais pour la santé, mais dire que la viande c'est bon pour la santé, c'est pas vrai. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens quelque part progressent là-dessus. Ensuite, on a la conscience environnementale. Voilà, c'est-à-dire qu'on se rend compte que on cultive énormément pour élever et nourrir des animaux qu'on abat après. Donc, ne faut-il pas manger d'abord du végétal avant de créer
de cultiver du végétal pour nourrir de l'animal, etc. Et puis le dernier élément, c'est le bien-être animal qui progresse, puisque 33% des gens disent ne plus manger de viande pour protéger quelque part les espèces animales. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'absolu, là j'ai Philippe David qui pense à la côte de bœuf, sauce béarnaise. Que j'ai mangé ce midi, oui. Sans la sauce, oui. On peut manger de la viande rouge. Non, mais chez la bonne viande, chez le bon boucher, le bon produit, ça fait pas de mal à la nature. Vous pouvez en manger. On ne devrait pas manger plus de 500 grammes de viande par semaine. Ah bah je les explose. Oui, mais vous les explosez en une fois ou deux fois, voilà, évidemment. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que manger de la viande, c'est pas bon pour la santé, mais c'est pas. Il y a quelque chose de contre-intuitif. C'est pas mauvais pour la santé, mais on peut pas dire que c'est bon pour la santé. Moi, la seule chose qui m'a interpellé, c'est que je pensais que les gens étaient finalement, je dirais, manger moins de viande pour se faire un peu plus de bien ou pour protéger un petit peu plus les animaux. Malheureusement, on en revient toujours à la première préoccupation des Françaises et des Français, qui est celle du pouvoir d'achat. Allez, un petit mot, Philippe Bilger, Françoise de Gois. Non, mais j'ai tout dit. On va pouvoir manger, Françoise de Gois. Manger de la viande. Je pense qu'il y a aussi une conscientisation quand même. Moi, je suis une vraie viandarde. Je suis une viandarde incroyable. J'adore. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui me gêne. Une côte de bœuf ensemble. Non, il y a quelque chose qui me gêne de plus en plus en réalité, parce que je vois bien, à conscience, à mon âge, ça arrive. Je vois bien les impacts détestables en fait sur l'ensemble de l'écosystème. Allez, dans un instant, face à la hausse des droits de douane annoncée par Donald Trump, une étude Ipsos révèle qu'une majorité de Français veulent boycotter les marques américaines. Par exemple, aussi 52% les plateformes d'e-commerce. Alors parlons vrai. Est-ce que Trump peut être sensible à un boycott des produits made in USA par les consommateurs français ou européens? Et à cette question, comme plus de la moitié des Français allez-vous boycotter les produits américains, vous dites non à 94%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et nous sommes avec Romain Gavache, qui est directeur France chez Le Dénicheur, commanditaire d'une étude Ipsos sur le boycott des produits US. Bonsoir Romain, bienvenue. Bonjour. Alors Romain Gavache, tout simplement, est-ce que les Français, à votre avis, sont prêts à sacrifier leur confort numérique pour défendre leurs intérêts économiques ? Eh bien, une partie sont prêts à le faire, une petite partie le font déjà, et une bonne partie, en revanche, se pose la question, mais ne voit pas les alternatives. Merci, vous restez avec nous dans un instant, c'est le coup de projecteur des vraies voix, et vous êtes bien sur Sud Radio. Merci d'être avec nous, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Philippe David. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est exactement 18h43, c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Face à la menace de hausse des droits de douane annoncée par Donald Trump, une étude Ipsos réalisée pour le comparateur de prix Le Dénicheur révèle qu'une grande partie des Français envisagent de réagir. Ainsi, 55% des sondés se déclarent prêts à boycotter les marques de produits technologiques américaines et 52% les plateformes d'e-commerce venues des États-Unis. Cette position reflète une opposition aux mesures protectionnistes et un désir affirmé de préserver les intérêts économiques français. Alors parlons vrai. Est-ce que ce boycott peut avoir une efficacité, excepté sur le numérique, les produits manufacturés made in USA n'étant pas si courants que ça en France? Et à cette question, comme plus de la moitié des Français allez-vous boycotter les produits américains, vous dites non à 94%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour en parler, on est avec Romain Gavache, qui est directeur France chez Le Dénicheur, commanditaire d'une étude, de cette fameuse étude Ipsos sur le boycott des produits US. Avant de vous écouter, Romain, on donne la parole aux vraies voix. Philippe Bilger. Vous allez boycotter Philippe Bilger? Je ne crois pas. Vous boycottez votre iPhone, par exemple? Je ne crois pas. Je comprends très bien que sur un plan patriotique, on veuille engager des mesures de rétorsion contre la manière dont Donald Trump veut s'en prendre sur le plan commercial à l'Europe et à la France. Mais j'avoue mon ignorance sur le point de savoir à partir de quel moment ça peut devenir pour lui
préjudiciable. J'ai cru comprendre qu'il y avait déjà des Américains qui étaient très mécontents de cette position de force de Donald Trump. Et tout à l'heure, j'attends avec impatience la réponse de notre invité qui nous dira si effectivement la France peut avoir des mesures de riposte qui lui créeront plus de bien que de mal. Françoise de Gois. C'est normal que l'Europe riposte, et moi je trouve ça très bien. Que c'est pas l'Europe, c'est les consommateurs. Non, mais je suis d'accord avec vous sur les consommateurs, mais déjà l'Europe riposte avec des produits très précis, ciblés. C'est une première riposte à la hauteur de ce qu'on va perdre. On remet à la hauteur on reprend en taxe ce qu'on va perdre en taxe. Donc ça c'est pas mal. Après sur le boycott, je pense qu'il y a une conscientisation à avoir, mais la réalité c'est que commencer donc déjà boycotter Musk, mais déjà boycottant Zuckerberg, on n'utilise plus Facebook. On n'utilise plus X, on n'utilise plus ses iPhones. Judith a absolument raison, on n'utilise plus Apple. Donc Google. Il faut être Google, vous avez raison. On peut éteindre la lumière. Donc la réalité, c'est que est-ce qu'on est capable de faire ça Non, je crois pas. En tout cas, moi, je suis pas capable. Ménard. Si la réponse du berger à la bergère, c'est effectivement taxer les produits américains, moi, je suis pour. C'est ce qui va se faire, donc ça tombe bien. Ça me pose absolument aucun problème, je n'ai aucun état d'âme. Après, faire croire à nos concitoyennes, aux consommateurs lambda qui va pouvoir quelque part bypasser les produits américains dans sa quotidienneté immédiate, la réponse est non. Je vous donne un exemple très concret, notamment les panneaux solaires. Vous voyez un truc, les gens s'équipent, etc. Enfin, en tout cas au Pays Basque, plein de gens s'équipent, demandent des dérogations pour mettre plein de panneaux solaires sur leur toit, etc. Vous savez que les meilleurs micro-onduleurs, c'est-à-dire qui transforment quelque part l'énergie solaire en électricité, sont américains. C'est Bluetoothé, c'est Wi-Fi, c'est machin, etc. Donc j'ai même envie de dire, prions pour que les Américains ne nous coupent pas ce service-là, parce que non, mais la réalité c'est aussi celle-là. On est capable de les fabriquer aussi. Non mais attention Françoise, il faut juste reconnaître. Parfois la France, on est vertueux, on est les meilleurs, on est les plus forts, mais notamment sur cette économie-là, on n'est pas plus vertueux et on n'est pas les plus forts. Et je dis que passez-vous de vos navigateurs internet, passez-vous de vos ordinateurs, passez-vous de tout ça, passez-vous même. Par contre, on peut se passer d'acheter une Tesla, c'est ce que je veux dire. Mais la Tesla, elle est fabriquée en Allemagne ou en Chine. Allez, Romain Gamache, je rappelle que vous êtes directeur France Fil Dénicheur. C'est vous qui avez commandé cette étude Ipsos. Alors, expliquez-nous pourquoi vous l'avez commandée et justement ce que vous pensez de ce résultat et de ce que vous disent les vraies voix. Nous, il y avait deux domaines qui nous intéressaient particulièrement dans notre position de comparateur. C'était de connaître le point de vue des consommateurs sur les sites de vente en ligne d'un côté et les produits technologiques de l'autre, puisqu'on est un comparateur principalement de produits d'équipement et donc avec une prépondérance des produits technologiques et que les offres qu'on référence sont les offres de site e-commerce. Par ailleurs, on sait que c'est deux domaines dans lesquels les produits et les entreprises américaines sont très ancrés dans les habitudes de consommation des Français et les habitudes tout court d'ailleurs, le quotidien des Français, et qu'il est peut-être plus difficile pour un Français de se déclarer comme boycott d'un Amazon ou d'un Apple par exemple par rapport à un McDonald's ou un Coca-Cola. Et c'est donc justement la question qu'on a posée et on voulait savoir à quel point les Français étaient prêts à envisager ce boycott. Finalement, on a une part assez significative des consommateurs qui sont prêts à envisager le boycott. En revanche, la vraie question, et vous l'avez soulevé, c'est la question des alternatives. Et si aujourd'hui, il y a quand même un tiers des Français qui sont prêts à boycotter et voient des alternatives françaises ou européennes, la part la plus importante, autour de 40%, eux, pensent à boycotter, mais ne voient pas les alternatives. Mais est-ce que quelque part, si on boycotte, on va pas se tirer une balle dans le pied? Je vais prendre deux exemples. McDonald's, je cite deux marques. McDonald's, c'est que des franchisés, et Coca-Cola, le Coca qu'on boit en France, l'usine, elles sont à Ris-Orangis dans l'Essonne et à Castanet-Tolosan dans la Haute-Garonne. Est-ce que quelque part, on va pas se tirer une balle dans le pied dans ces cas-là? Alors là, c'est deux domaines sur lesquels nous, on a un peu moins d'expertise, mais ça soulève un autre point qui est intéressant, c'est effectivement de réfléchir aux
aux conséquences complètes de ces actes de consommation. Et effectivement, parfois, c'est pas aussi simple que se dire j'achète pas un produit américain, donc il y a aucun revenu qui ira vers les États-Unis. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a un autre point à soulever sur les téléphones en particulier, c'est que si on se sert plus des téléphones américains, on va se retrouver ou avec les téléphones asiatiques ou je ne sais quoi, parce que finalement, citez-moi une marque française qui fait des téléphones à la hauteur de Apple, par exemple, bah, il n'y en a pas, ou de Samsung. Mais qui n'est pas américain, Samsung, qui est coréen. Oui, chez moi. Bien sûr. Effectivement, là, on est sur une catégorie de produits dans laquelle, si les Français ne voient pas les alternatives, c'est tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Il y a Nokia éventuellement en européen, mais ce n'est pas les mêmes Nokia niveaux. ou Fairphone, effectivement, comme constructeurs européens, mais qui sont devenus des constructeurs de niche. Oui. Et un autre point qui est très important, mais aujourd'hui, les achats des consommateurs, ils sont tout de même guidés par des messages publicitaires et marketing. Et aujourd'hui, les marques qui ont les budgets et le poids le plus important, ce ne sont en tout cas pas des marques européennes, notamment quand on parle de produits comme des téléphones. Sébastien Ménard veut ça fait le marketing et la communication, ça fait pas tout. C'est ce qui fait tout, c'est l'usage aujourd'hui, parce que vous regardez Apple fait pas nécessairement de publicité, et pourtant c'est, je crois, magnifique, non. Les pubs d'Apple. Mais il y a pas, en fait, il y a pas de publicité à proprement parler Apple. Il y a des campagnes produits, mais il y a pas de publicité. Mais non, mais les campagnes produits sont sublimes. Et ça les elles sont une créativité incroyable. Mais avec ou sans ça, ils vendront des téléphones parce que ils proposent, entre guillemets, sans leur faire de la publicité, l'un des meilleurs usages téléphoniques du marché. Ils ne sont pas fabriqués aux USA, ils sont conçus aux USA, mais ils ne sont pas fabriqués là-bas. On parle de boycott. On parle de boycott. Donc aujourd'hui, moi je préfère, je l'ai dit tout à l'heure, il faut une réponse. Il faut une réponse politique, il faut une réponse commerciale, il faut une réponse fiscale. Mais encourager nos compatriotes à dire il faut boycotter ci, il faut boycotter ça. Voilà, boycottons aussi les Chinois, boycottons les Indiens. Enfin voilà. Et puis à la fin de la fin, plus personne nous achètera rien. Et puis on retournera à l'âge de pierre, il n'y a pas de problème. Oh, n'importe quoi. Mais vraiment, comment on peut Allez, vous avez un petit mot pour terminer, Romain Gavache, parce qu'on va devoir terminer. On vous écoute. J'adore. Vous avez un petit mot à passer aux auditeurs, Romain Gavache ? Non, mais effectivement, cette discussion, en tout cas, elle soulève quelque chose qui est intéressant. Nous, dans notre position de comparateur, on n'est pas là pour appeler particulièrement au boycott, on est un comparateur neutre et objectif. Ce qu'on veut, c'est que les consommateurs, ils aient toutes les cartes en main, toutes les informations à leur disposition pour prendre les meilleures décisions qui soient en accord avec leurs besoins, leur budget et maintenant peut-être leurs convictions. Et c'est intéressant en tout cas que les consommateurs commencent à se poser la question. C'est vrai. Et comme on l'a dit, dans certains cas, les alternatives n'existent pas. Bon, sur du moyen ou sur du long terme, là, ça pourrait être intéressant que effectivement des entreprises se posent la question. Allez, merci beaucoup. Merci Romain Gavache. Je rappelle que vous êtes directeur France chez Le Dénicheur et que vous êtes commanditaire de cette étude Ipsos, sur le boycott des produits US. Merci les vraies voix. Merci Philippe, merci Françoise et Sébastien, à très bientôt. Et vous restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs, puisque dans un instant, c'est l'émission du coup des vraies voix qui continue. Responsable. On va faire un spécial focus magazine Éco Réseau Business, et alors le trophée de l'optimisme. On adore l'optimisme. À tout de suite. Pemium, le